Il va attendre juste 2 minutes de plus jusqu'à l'arrivée des participants. Ok, docteur. Chers participants, bon après-midi à vous tous et bienvenue au dernier cours de la formation d'aujourd'hui sous le nom La théorie des graphes. Donc, on aura aujourd'hui un petit rappel pour le cours précédent, l'algorithme de Prime, quelques exemples sur l'algorithme des Prime et nous aurons également des exercices à compléter. On aura plus de cours chemin, l'algorithme de Dijkstra, j'espère que je l'ai bien prononcé. Et Oui. enfin, des exercices à compléter. Tout cela avec Dr. Giano Selati, membre du corps professoral de l'Université Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à Dr. Gian. Dr. Gian, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre formation. Merci encore, merci Dr Malak pour cette belle introduction. Donc, on va poursuivre notre formation de théorie de graphes avec cette dernière formation, cette dernière lecture. Donc, au cours de cette lecture, on va rappeler déjà, si vous rappelez, la dernière séance, on a déjà fait des problèmes d'optimisation. Les problèmes d'optimisation sont de déterminer une arbre couvrante minimale. L'arbre couvrante minimale, donc tout d'abord, je vous rappelle qu'est-ce qu'une arbre couvrante et qu'est-ce que ça veut dire une arbre couvrante minimale. Si je vous rappelle, on a déjà vu deux algorithmes, l'algorithme de Kruskal et l'algorithme de Prim. Donc, on a travaillé bien sur l'algorithme de Kruskal et on n'a pas terminé l'algorithme de Prim. Donc, on va terminer et rappeler précisément l'algorithme de Prime, puis on va donner un exemple, des exemples plutôt, plus qu'un exemple, et on va terminer avec un exercice récapitulatif donc de l'algorithme de Kruskal et l'algorithme de Prime, le deux dans le même exercice pour comparer la différence entre les deux algorithmes. Puis, on va étudier d'autres problèmes d'optimisation pour déterminer les plus courts chemins. Donc, si vous rappelez, dans un graphe, il y a un chemin qui relie une sommée à une autre. Donc, on va commencer par un point initial, sommet initial, on veut aller à une autre sommet. Par exemple, un livreur veut livrer un produit, un tel produit, donc il veut commencer par la sommet A, il veut aller à la sommet F,
il veut déterminer le plus court chemin pour aller de A en F, quel que soit en kilomètres ou quel que soit en heures. Donc, ça dépend de la valuation des arcs ou des arêtes. Donc, on va déterminer les plus courts chemins. De même, on ne va pas déterminer le plus court chemin arbitrairement. Donc, il y a des algorithmes bien précis qui nous permettent de déterminer les plus courts chemins. Parmi ces algorithmes, on va étudier l'algorithme de Dijkstra, les plus connus, l'algorithme les plus connus. Donc, il y a d'autres algorithmes comme l'algorithme de Ford, l'algorithme de Floyd, donc Ford-Bettman. Donc, il y a plusieurs algorithmes qui nous permettent de déterminer le plus court chemin. Au cours de cette lecture, on va préciser l'algorithme de Dijkstra et on va donner des exercices et des exemples sur cet algorithme. Donc, on va commencer tout d'abord par un petit rappel avant de passer à l'algorithme de Prime. Un petit rappel, qu'est-ce que nous donne l'algorithme de Prime? Donc, on a dit déjà, l'algorithme de Prime nous permet de déterminer une arbre couvrante minimale, comme l'algorithme de Kruskal. Je vous rappelle encore, une arbre couvrante minimale, c'est-à-dire une arbre couvrante. Donc, arbre, c'est un graphe connexe sans cycle. Ceci, c'est un arbre. Connexe doit être connexe et son cycle, arbre. OK? Et on a déjà vu 6 caractérisations d'une arbre. Couvrante, c'est-à-dire elle couvre tous les graphes. Tous les sommets doivent être existent dans l'arbre. Couvrante, elle couvre tous les graphes, c'est-à-dire tous les sommets doivent être existent dans notre arbre. OK? Maintenant, minimal, de poids minimal, c'est-à-dire de valuation minimale. Comme on a déjà vu la dernière, donc la lecture précédente, on a déjà vu qu'on peut déterminer plus qu'un arbre. On commence d'un graphe quelconque, d'un graphe connexe bien sûr. On veut déterminer un arbre couvrant. Donc, on peut déterminer plus qu'un arbre couvrant. Le problème, je veux déterminer l'arbre couvrant de poids minimal, c'est-à-dire de la valuation la plus petite. On a déjà vu l'algorithme de Kruskal qui nous permet déjà de déterminer une arbre couvrante minimale. Et on a travaillé plus que des exercices donc sur l'algorithme de Kruskal et on a encore étudié un autre algorithme appelé l'algorithme de Prime. Juste, on a vu la dernière la séance ou la lecture précédente, une petite idée sur l'algorithme de Prime. Donc, je vous rappelle de l'algorithme de Prime. Tout d'abord, on commence par initialiser T avec, qu'est-ce que le T? Un sommet de G, de notre graphe G, qu'on choisit. Et aucune arête. Juste on choisit n'importe quel sommet. Donc, on va répéter cette boucle-là. Trouver toutes les arêtes de G qui relient un sommet de T et un sommet extérieur à T. Parmi celles-ci, choisir une arête de poids le plus petit possible. On va choisir l'arête de poids le plus petit possible. Donc, ajouter à T cette arête et le sommet correspondant. On va ajouter l'arête et sa sommet correspondant. Donc, on va répéter cette boucle lorsqu'on s'arrête quand? S'arrêter dès que tous les sommets de G sont dentés. Ou bien, on a terminé tous les sommets, ou bien, on a terminé les arêtes N-1. Donc, retourner à T. Donc, comme on a déjà vu pourquoi on choisit l'algorithme de Kruskal, on va voir pourquoi on choisit l'algorithme de Prime. Donc, pourquoi l'algorithme de Prime construit-il un arbre recouvrant de poids minimal? Donc, en fait, l'algorithme est bien défini car si la condition tous les sommets de G sont dentés, n'est pas réalisée. Alors, il existe au moins une arête qui relie un sommet V extérieur à T et un sommet de T. Donc, car G est connexe. OK? Le deuxième point, l'algorithme termine car on ajoute à chaque passage un sommet et une arête. À chaque passage, on ajoute un sommet et une arête. Donc, l'algorithme se termine. Enfin, au départ, T est réduit à un sommet. C'est donc un arbre et donc
et dans la boucle. Donc, on passe d'un arbre à un autre par ajoutant une feuille. Donc, parce que ici, dans l'algorithme de Prime, toujours, on ajoute une sommet, une arête et une sommet, une arête et une sommet. Donc, on ajoute une feuille. Finalement, quand on sort de la boucle, on retourne un arbre. Donc, on trouve qu'on a construit un arbre. On obtient donc, à l'issue de l'algorithme, un arbre recouvrant ou un arbre couvrant. Il reste le poids minimal. Donc, le graphe T' plus EI a exactement un cycle C. Bien sûr, EI joint un sommet de S, de tous les sommets, et un sommet de T privé de S. En fait, C contient une autre arête E0 joignant un sommet de S et un sommet de T privé de S. Maintenant, on va construire T seconde. Donc, T seconde égale T' plus EI moins E0. C'est un arbre. L'ordre des arêtes de T étant choisi par l'algorithme de Prime, donc le poids de EI est inférieur ou égal au poids de E0 et le poids total de T' est inférieur ou égal au poids de T'. Donc, par minimalité de poids de T', le poids, bien sûr, de T' et de T seconde sont égaux. Or, T seconde a plus d'arêtes communes avec T que T'. Donc, c'est une absurdité. C'est pour cela il a le plus court chemin. Donc, T' a le plus court chemin. Donc, on va prendre cet exemple ou cet exercice d'un graphe. Donc, on va appliquer l'algorithme de prime ou de prime au graphe G suivant en commençant par le sommet, une sommet X, n'importe quel sommet. Donc, ici, il a choisi de commencer par cette sommet. S'il n'indique pas, vous pouvez commencer par n'importe quel sommet, vous le choisissez. Sinon, s'il indique dans l'énoncé ou l'exercice, donc ici, il a demandé de commencer par la sommet X. Donc, on va commencer par cette sommet. On va le résoudre ensemble, cet exercice. Donc, je veux l'agrandir un peu pour que vous pouvez me suivre. Oui, on va le revenir. OK. Donc, ici, c'est le sommet X. On va déterminer tous les arêtes sortant de X. Comme vous voyez ici, quels sont tous les arêtes sortant de X? Donc, cette arête, cette arête, cette arête, cette arête. On va choisir la plus petite arête. Ou bien ce choix-là, ou bien ce choix-là. Parce que ici, il y a deux arêtes ont le poids 2. Donc, on va choisir ici la plus petite arête. Donc, on a choisi cette arête-là. Vous pouvez choisir celle-là, comme vous voulez. OK? Donc, on a choisi cette arête-là avec cette sommet 8. OK? Puis, on va déterminer tous les arêtes sortant de cette sommet 8. Quel est le poids minimal? Donc, le poids minimal entre 4, 1, 5 et 3, c'est 1, bien sûr. Donc, on va choisir cette arête-là, comme il est indiqué ici. Donc, on va choisir cette arête-là. Puis, donc, on va déterminer, donc, on va choisir cette arête-là avec leur sommet. Donc, on revient au graphe. On a arrivé ici. Donc, on va choisir cette arête avec cette sommet. Puis, les arêtes sortant de cette sommet. Donc, il y a deux arêtes ici, autre que 1. Donc, ici, deux arêtes. Donc, le plus petit poids entre 4 et 2, donc c'est 2. Il faut choisir ici 2. Donc, il faut choisir ici 2 ici. Donc, on va choisir cette arête-là avec cette sommet. Puis, on va voir cette sommet. Quelle est la plus petite arête sortant de cette sommet? 5, 3, 9. Donc, la plus petite le plus petit poids des arêtes entre 5, 3 et 9, c'est 3. Donc, il faut choisir 3. On va choisir 3. OK? Donc, on revient ici. Donc, on va ici. Pardon, ici, attendez. Oui. Donc, on a arrivé ici, puis ici. Ah, OK. Donc, vous n'oubliez pas. Donc, il faut choisir entre tous les sommets, le plus petit poids entre tous les sommets. 7 sommets, il y a 3.
on revient ici. Et on a aussi encore le plus petit poids entre 7 sommets, pardon, 7 sommets, on a dit 3, et on a 7 sommets-là. On revient ici à 7 sommets-là. Le plus petit poids, c'est 2. Donc, entre 3, 5 et 2, et 4 ici, c'est 2. Le plus petit poids, c'est 2. Donc, on ne va pas choisir cette arête-là. On va choisir cette arête-là. Cette arête-là. Donc, toujours, on choisit donc la plus petite poids. C'est pour cela qu'on a choisi ici cette arête-là. Puis, on revient de même. Quels sont les sommets maintenant? Toujours, on voit les adjacents des sommets. Donc, on a 7 sommets, 7 sommets et 7 sommets. Donc, il faut choisir le plus petit poids des arêtes sortant de 7 sommets X et 7 sommets et 7 sommets. On va voir maintenant ici. La plus petite poids ici, c'est 2. La plus petite poids, attendez, donc ici, donc c'est encore 2. Et la plus petite poids d'ici, il n'y a pas 9 et 3. Donc, ou bien choisir cette arête-là, ou bien cette arête-là. On va choisir cette arête-là. C'est pour cela qu'on a choisi cette arête-là. Attendez. OK, ici, c'est 3. Donc, on va choisir cette arête-là. Puis, on poursuit le même algorithme pour arriver pour déterminer tous les sommets et tous les arêtes. Et finalement, on a arrivé à déterminer le plus court chemin avec cet arbre-là. Si on va faire la somme, on va trouver que le poids total est de 27. Donc, l'algorithme de prime, c'est autre que l'algorithme de Kruskal. L'algorithme de prime, choisir une sommet et une arête. Puis, il faut voir tous les adjacents de tous les sommets. OK? Pour arriver à le plus petit poids. Ceci, l'algorithme de prime. Maintenant, on va déterminer, on va prendre cet exercice. Donc, pour le graphe suivant, on va déterminer un arbre couvrant de poids minimal et un arbre de plus petit chemin. On va le voir ceci après. Donc, juste, on va voir le plus petit poids ou un arbre couvrant de poids minimal. Donc, ceci, notre graphe. OK? Donc, commençons par calculer un arbre couvrant de poids minimal. Donc, cela peut être réalisé grâce à l'algorithme de Kruskal ou grâce à l'algorithme de prime. Donc, nous donnons les deux résolutions ici, dans cette collection. Mais, donc, vous pouvez choisir n'importe quelle méthode ou quel algorithme. Concernant l'algorithme de Kruskal, la première étape, donc je vous rappelle l'algorithme de Kruskal. La première étape est d'ordonner les différents arcs valués par ordre croissant d'évaluation. Si vous vous rappelez de l'algorithme de Kruskal, tout d'abord, on va trier les arêtes avec ordre croissant. Et conformément aux directives de cours, donc par ordre alphabétique des arcs. OK? Donc, on va ordonner ici 1, 1, ici 1, 1, 1. Donc, on va prendre avec ordre alphabétique, puis il arrive le 2, puis 3, puis l'ordre de 4. Donc, on a entre l'arc AD, c'est 1, entre l'arc BE, c'est 1, entre l'arête CG, c'est 1, encore EF1, EH1, FH1, AC encore ici 2, BF2, DE2, GH2, AB c'est 3, DG c'est 3, CD c'est 4 finalement. Donc la deuxième étape est l'initialisation de graphes en prenant comme ensemble des sommets l'ensemble des sommets de graphes de travail. Donc l'étape 3, détermination des arcs de graphes résultats par parcours de la liste des arcs constitués à l'étape 1. Un arc est conservé s'il ne crée pas un cycle, donc le graphe résultat
on s'arrête dès que le graphe résultat est connexe ou bien dès qu'on a couvrir tous les arrêts triés. Donc, on commence par AD, puis BE. Donc, on commence par AD. Est-ce qu'on peut ajouter BE? Est-ce qu'il constitue un graphe cycle? Non. Donc, on peut le constituer BE. Puis, après BE, est-ce qu'on peut ajouter CG? CG. Donc, on a AD, BE, CG. Oui, on peut ajouter CG. Donc, on ajoute arrête après arrête. Si l'arrête constitue un cycle, donc on va le rejeter de notre arbre. S'il ne constitue pas un cycle, donc on peut l'ajouter à notre arbre. Dès qu'on a déterminé tous les arrêts. Et finalement, voilà, on a arrivé à déterminer tous ces, donc on a arrivé à déterminer cet arbre-là. Donc, AD, BE, CG, donc EF, EH, puis DE, puis AC, et donc on a arrivé à déterminer cet arbre-là en utilisant l'algorithme de Kruskal. Donc, l'algorithme de Kruskal, la première étape est de trier les arêtes, puis on va choisir une arête après l'autre. Si l'arête donc constitue un cycle avec les autres arêtes, donc on va le rejeter. S'il ne constitue pas un cycle, on va ajouter à notre arbre. Donc, on termine, on répète ces étapes. Donc, on va répéter toutes ces étapes jusqu'à parcourir tous les sommets. Donc, ceci est l'algorithme de Kruskal. Concernant maintenant l'algorithme de Prime. Donc, l'algorithme de Prime, il faut choisir, comme on a dit, un sommet de départ. Vous pouvez choisir n'importe quel sommet. Il faut choisir un sommet de départ à ajouter dans le graphe résultat. Prenons le sommet A, par exemple. On va commencer par le sommet A. L'ensemble des sommets de graphe initial est alors partitionné en deux. On considère alors les arcs issus de sommets de graphe résultat de poids minimum jusqu'à ce que tous les sommets soient considérés. Donc, ici, on commence par la sommet A et on va voir le plus petit poids. Donc, on va considérer AD. Puis, les arêtes sortant de A et sortant de D. Parce qu'on a deux sommets ici. Il y a 3, 2, OK, 2 ou bien 2, cette 2-là. Donc, on va choisir ou bien AC ou bien DE, comme vous voulez. Puis, vous avez A, D et E. Les arêtes sortant de A, sortant de D et sortant de E. Le plus petit poids, c'est ce 1-là. Donc, on va choisir ce 1-là. Puis, les arêtes sortant de E, de F, de D et de A, le plus petit poids. Donc, cette arête-là. Donc, on va répéter toutes ces étapes jusqu'à arriver à déterminer l'algorithme, donc un arbre couvrant en utilisant l'algorithme de Prime, par exemple AD1, AC2, CG1, DE2, EB1, EF1, EH1. Donc, on obtient le même arbre couvrant qu'avec l'algorithme de Kruskal. OK? Donc, ceci est un autre exemple. Donc, nous allons appliquer l'algorithme de prime au même problème, donc précédent. Partons par exemple par la sommet A afin de visualiser les déroulements de l'algorithme. Donc, nous présentons des arêtes de l'arbre couvrant par les arêtes doubles. Donc, les arêtes sortant par des arêtes et des autres arêtes en possibilité. Donc, en première étape, considérons un choix de l'arête partant de A et d'évaluation minimale. C'est l'arête AB. On l'intègre donc à l'arête couvrant, puis on cherche l'arête d'évaluation minimale parmi les arêtes qui sortent du sous-ensemble de sommet AB. Donc, jusqu'à terminer tous les sommets. Donc, ceci, vous pouvez le prendre soit donc chez vous et d'appliquer l'algorithme de Kruskal et l'algorithme de Prime sur ce graphe-là. Et finalement, vous obtenez cet arbre couvrant, donc en rouge. Donc, ceci est le graphe G. Et en rouge, l'arbre couvrant de poids minimal.
Donc, ici, on a commencé par la sommée A. Donc, le plus petit poids entre 1, 3 et 7, c'est 1. Donc, ici, on a choisi c'est 1. Puis, le plus petit poids entre A et B, donc entre 7 et 4, 2. Donc, c'est 2. On a choisi ces 2 ici. Puis, entre les arêtes 6, 10 et 3 et 4, c'est 3. On choisit 3, etc. Lorsque on répète toutes ces étapes jusqu'à couvrir tous les sommets, c'est-à-dire tout le graphe, et on a arrivé à déterminer cet arbre couvrant minimal. Donc, ceci concernant l'arbre couvrant minimal et l'algorithme de Kruskal et l'algorithme de Prim. Je vous rappelle que l'algorithme de Kruskal et l'algorithme de Prim où l'arbre couvrant minimal, c'est un problème d'optimisation. Donc, on peut l'ajouter avec la recherche opérationnelle parce que le problème de la recherche opérationnelle, ce sont des problèmes d'optimisation. Donc, ici, on va étudier le plus court un autre problème d'optimisation autre que l'algorithme, autre que l'arbre couvrant minimal, c'est la détermination d'un plus court chemin. Donc, le problème de plus court chemin. On va poser les problèmes. Donc, un problème de la vie générale. Un automobiliste souhaite trouver le plus court chemin possible. Il y a un automobiliste qui veut déterminer ou trouver le plus court chemin possible. Par exemple, en nombre de kilomètres pour aller de Strasbourg à Bordeaux. Donc, étant donné une carte routière de France avec les distances de chaque portion de route, comment peut-il déterminer la route la plus courte? En fait, un parcours en largeur de graphe associé à la carte de France ne permettra pas de résoudre ce problème. Donc, de plus, dans le plus court chemin, il y a des parcours qu'on peut les considérer parcours en largeur, parcours en profondeur. Donc, c'est une autre notion que vous pouvez voir chez vous ultérieurement. Mais même ces parcours en largeur et parcours en profondeur ne nous permet pas de résoudre ce problème, c'est-à-dire de déterminer le plus court chemin. En fait, il permettra de trouver l'itinéraire comportant le moins d'étapes. Donc, traversons le moins de sommets, par exemple. Mais cet itinéraire n'est pas nécessairement le plus court en nombre de kilomètres. Et notre problème, il veut déterminer le plus court chemin en nombre de kilomètres. Donc, une possibilité consiste à énumérer tout le chemin entre Strasbourg et Bordeaux, additionner les distances pour chacun d'eux et choisir le plus court. Cependant, on s'aperçoit rapidement que même en n'autorisant pas le chemin qui contient des circuits, il existe de milliers de possibilités dont la plupart ne valent même pas la peine d'être considérées. Donc, ce n'est pas une solution efficace. On s'intéresse maintenant à la résolution de ce type de problème. On considère le graphe orienté valué tel qu'une valeur est associée à chaque arc. C'est un graphe orienté, donc on a des arcs. Et l'on cherche le plus court chemin entre deux sommets de graphe. Cela permettra de résoudre des problèmes comme la recherche d'un itinéraire en train coulant le moins cher ou encore étant le plus rapide. Donc, on va définir le coût ou le poids d'un chemin avant de passer comment déterminer le plus court chemin. Donc, soit G égale SA, un graphe orienté évalué tel que la fonction coût de A vers R associée à chaque arc SI, SJ de A, un coût réel
c'est le coût entre SI et SJ. Le coût, en fait, d'un chemin, P égale S0, S1, S2 jusqu'à SK, est égal à la somme de coûts des arcs comportant le chemin, c'est-à-dire le cours de P, le chemin, notre P parcours chemin, égale la totale, la somme, I partant de 1 jusqu'à K, le coût entre SI-1 et SI. Donc, le coût d'un chemin sera aussi appelé poids de chemin. C'est de même comme l'évaluation ou le coût de l'arbre couvrant. De même, on va simuler ou additionner tous les arcs ou tous les arêtes. Ici, dans un graphe valué, donc on a des arcs. Le coût ou poids du plus court chemin entre deux sommets, SI et SJ, est noté sigma SI, SJ. Donc ici, le coût en poids d'un plus court chemin, la distance, la plus petite distance, est appelée sigma SI-SJ et est définie par ou bien égale l'infini, c'est-à-dire il n'existe pas un chemin entre SI et SJ, entre deux sommets, il n'existe pas on égale l'infini, ou bien sigma SI-SJ égale le minimum du coût de P, tel que P égale le schéma de SI à SJ. Par exemple, cet exemple-là, la distance entre A et B. La distance entre A et B. Sigma, la plus petite, le plus petit sigma entre A et B. SI, c'est A, SJ, c'est B. Sigma entre A et B, ici, existe 3. Est-ce qu'il existe un autre chemin, donc passons par exemple d'un autre sommet et arriver à B plus petit ici? Non. Donc, sigma entre A et B égale à 3. Pourtant, sigma entre A et E, entre A et E, A et E ou A et E, ici c'est 5. Est-ce qu'il existe un autre chemin? Donc, non, 3 et 2 de même 5. OK. Donc, sigma entre A et E, 5. Donc, sigma entre A et C. A et C ou A et C, ici, A et C. Sigma entre A et C. Pour aller à C, est-ce qu'il existe un chemin direct entre A et C? Non, mais on peut aller par B. Donc, entre A et B et C. Donc, 3 plus 6, c'est 9. Donc, sigma, la plus petite distance entre le poids, la sommet A et la sommet C, c'est égal à 9. La plus petite distance entre A et D, ici, entre A et D, donc 5 et 6, c'est 11. Est-ce qu'il existe un autre chemin pour aller à D? Donc, à 3, puis à 6, puis à 2, c'est plus, c'est pas le plus petit. Donc, le plus petit, il faut comparer entre tous les schémas. Donc, pour aller à D, donc, il y a passé par E, puis à D. Donc, 5 et 6, c'est 11. Ou bien, 3 plus 6, 9. 9 plus 2. Donc, 9 plus 2, 11. C'est de même 11. Si, par exemple, celle-là a un 1, 9 plus 1, c'est 10. Donc, sigma de AD égale à 10. Ce n'est pas 11. Parce que sigma ici, le plus court chemin. Le plus court chemin entre A et D. OK? Ici, de même 11 et 11. Donc, le plus court chemin, c'est 11. OK? Maintenant, condition d'existence d'un plus court chemin. Est-ce qu'il toujours il existe un plus court chemin? On va voir la condition d'existence d'un plus court chemin. S'il existe un chemin entre deux sommets, UEV, contenant un circuit de coût négatif, alors sigma UV égale moins l'infini. Et il n'existe pas de plus court chemin entre UEV. Un circuit négatif est appelé un circuit absorbant. S'il existe un circuit négatif, donc il n'existe pas un plus court chemin. Et ce circuit-là, il était appelé un circuit absorbant. Maintenant, on va considérer l'exemple de graphe orienté évalué suivant. Donc, comme vous voyez ici, il y a de valuations positives et de valuations négatives. Donc, parce qu'un graphe, il peut valuer avec des valeurs positives, encore avec des valeurs négatives. Par exemple, s'il y a deux coûts, on peut trouver deux coûts négatifs. Donc, maintenant ici, le chemin entre S, E, puis F, puis on revient à E avec moins 6 ici, puis on revient à F
puis G contient le circuit, donc parce qu'il y a un circuit ici. Il y a un circuit, OK? Donc, parce qu'on passe à E, puis à F, puis on rentre à E, puis on revient à F. C'est un circuit, il est fermé. Donc, contient le circuit E, F, F, E. Donc, le coût négatif, avec un coût négatif, lorsqu'on passe de E à F, 3, 3 moins 6, on revient à E, c'est moins 3. Donc, le circuit, ce circuit-là, avec un coût négatif. Autrement dit, à chaque fois qu'on passe par un circuit, on diminue de 3 le coût total de chemin. Par conséquent, le plus court chemin entre, il n'existe pas un plus court chemin entre S et G. Parce qu'on a passé par S à G avec un circuit négatif. S'il existe un circuit absorbant, c'est-à-dire ici négatif, il n'existe pas un plus court chemin entre S et G. Le plus court chemin ou sigma de SG égale à moins l'infini, c'est-à-dire il n'existe pas de plus court chemin entre S et G. Est-ce qu'elle est claire? Si vous trouvez entre un chemin et au moins un chemin entre deux sommets où il existe un cycle ou un circuit négatif, c'est-à-dire ici, il n'existe pas un plus court chemin entre ces deux sommets. C'est parce qu'il existe à l'intérieur, il existe un circuit négatif, un circuit absorbant. Donc ici, on constate qu'il n'existe pas un plus court chemin entre S et G. Donc ceci, c'est un exemple concernant cette remarque, la condition d'existence d'un plus court chemin. Je répète, quand je peux savoir qu'il existe un plus court chemin ou n'existe pas, il n'existe pas lorsque vous passez d'une sommet à une autre et vous trouvez un cycle négatif. Okay? Comme celle-là, entre S et G encore, entre S et G. On passe de S à C, puis de C à D, puis on revient de D à 3, puis de D à C, pardon, puis de C à D, puis à G. Ceci est le chemin. Okay? Mais il existe ici un circuit absorbant. Quel est le circuit? De C à D, c'est 6. De D à C, c'est moins 3. Donc, ici, 6 moins 3, c'est 3. Est-ce que c'est un circuit négatif? Non. Donc, ici, ce n'est pas un circuit négatif. Donc, je ne peux pas conclure ici qu'il n'existe pas un chemin entre S et G. Pourtant, si je passe de ce chemin-là, il y a un circuit négatif. Donc, je peux conclure que celle-là, il n'existe pas un chemin entre C et G, avec un plus court chemin. OK? Maintenant, on va définir ou définition du problème du plus court chemin à origine unique. Donc, étant donné un graphe orienté G, où les sommets sont S et les arêtes sont, ou les arcs sont A, une fonction Q à valeur dans R, et un sommet origine S0 appartient à S, on souhaite calculer, donc pour chaque sommet SJ appartenant à S, le coût, c'est-à-dire le plus court chemin entre n'importe quel sommet S0 et SJ. Du plus court chemin, donc de S0 à SJ. On supposera que le graphe G ne comporte pas aucun circuit absorbant. Donc, c'est-à-dire, parce que pour savoir qu'il existe toujours un chemin. Donc, on va supposer que notre graphe n'admet pas des circuits absorbants comme celle-là, pour garantir qu'il existe toujours un chemin, un plus court chemin entre n'importe quel deux sommets. Maintenant, on va variante de problème. Si l'on souhaite calculer le plus court chemin allant d'un sommet S0 vers un autre sommet SI, la destination est unique. Il y a un initial et il y a un arrivé. On pourra utiliser la résolution du problème précédent qui calcule tout le plus court chemin partant de S0. On pourra aussi utiliser l'algorithme A étoile qui est généralement plus efficace dès lors que l'on dispose d'une borne minimale de la longueur d'un plus court chemin entre deux points. OK? Si l'on souhaite maintenant calculer tous les plus courts chemins entre tous les couples de sommets possibles, donc il veut déterminer
il demande de déterminer le plus court chemin entre tous les sommets, tous les couples, entre A et B, entre B et C, entre D et F, entre tous les couples. Maintenant, on pourrait aussi utiliser la résolution du problème précédent. Mais, dans ce cas, on n'obtiendrait pas un algorithme optimal. Donc, c'est parce que c'est arbitrairement. Il faudra utiliser, dans ce cas, un algorithme spécifique à ce problème, par exemple, l'algorithme de Floyd. Donc, dans cette section ou dans cette partie, on va étudier seulement l'algorithme de Dijkstra qui nous permet de déterminer le plus court chemin entre un initial, un sommet initial, avec n'importe quel autre sommet. Si vous voulez de déterminer un plus court chemin entre n'importe quel couple de sommets, vous pouvez étudier l'algorithme de Floyd-Warshall. On va commencer ou étudier dans cette partie l'algorithme de Dijkstra. En fait, Dijkstra, en 1930, entre 1930 et 2002, a proposé en 1959 un algorithme qui permet de calculer les plus courts chemins entre un sommet particulier et tous les autres. Ah bon, l'algorithme, la caractérisation de l'algorithme de Dijkstra, il faut commencer par un initial. Donc, ceci en premier temps. Donc, de plus court chemin entre un sommet particulier, un sommet initial, et tous les autres sommets. Il faut choisir un sommet initial. On va poursuivre. Le résultat est une arborescence. Donc, on va obtenir un arbre, c'est-à-dire un arbre avec un sommet particulier appelé racine. Il y a un sommet particulier, c'est l'initial, doit être appelé racine. Et après la détermination du plus court chemin, on a arrivé à déterminer un arbre. Numérotons le sommet de graphe GVE de 1 à n. Supposons qu'on s'intéresse au chemin partant de sommet A. On construit un vecteur lambda, lambda 1, lambda 2, lambda n, ayant n composants tels que, qu'est-ce que le lambda 1, lambda 2? Donc, le lambda j soit égal à la longueur de plus court chemin allant de 1 à une sommet G. J. On initialise ce vecteur à C1J, c'est-à-dire à la première ligne de la matrice de coût de graphe définie comme indique ci-dessous. Donc ici, CIJ ou bien 0, quand il est 0, CI égale à J, c'est-à-dire de A à A. La distance entre A et A. Je suis dans la même place. Quelle est la distance lorsque je suis dans la même place? Je suis dans A. Je veux aller à A. Donc, la distance, c'est 0. C'est tout à fait normal. Maintenant, si I est différent de J et I et J n'appartient pas à eux, c'est-à-dire quoi n'appartient pas à eux? Il n'existe pas un chemin direct entre I et J. Quelle est la distance entre I et J? Il n'existe pas un chemin direct. C'est l'infini. Il n'existe pas. Ou bien, sigma et J, on a défini déjà sigma et J, c'est le plus court chemin. Si I différent de J, bien sûr, I et J appartenant au chemin E. Maintenant, où sigma et J est bien sûr positif et le poids de l'arc I et J doit être positif. On construit un autre vecteur P pour mémoriser le chemin pour aller au sommet A, au sommet volu. Donc, la vecteur PI donne le sommet qui précède I dans le chemin. On considère ensuite deux ensembles de sommets. Il y a S initialisé à A et T initialisé à les autres sommets. On va éliminer le sommet de S, donc de 2, 3 jusqu'à N. À chaque pas de l'algorithme, on va ajouter à S un sommet jusqu'à arriver à S égale le vide, égale V. De telle sorte que le vecteur lambda donne à chaque étape la longueur minimale de chemin de 1 au sommet AS. Donc, peut-être c'est un peu délicat, c'est l'explication de l'algorithme de Dijkstra, mais il est très simple. On va essayer de le comprendre avec un exemple. Donc, on va supposer que le sommet de départ, qui sera la racine de l'arborescence, est la sommet numérotée 1. On va noter qu'on peut toujours renuméroter le sommet pour ce que soit le cas.
Donc, ceci est l'algorithme. On va revenir à cet algorithme-là, mais cette fois-ci, on va voir l'exemple pour mieux comprendre. Donc, juste pour prendre une idée, on va répéter la lecture de cet algorithme. Donc, il y a le lambda J si c'est un J et le PJ nul. Pour J varie de 1 et n. Pour J varie de 2 à n, on va faire CIJ, l'infini à or PJ égale à 1, S égale à 1 et T égale à les 2 jusqu'à n. C'est ça l'état d'initialisation. Puis, on va voir les itérations. On va commencer par l'exemple pour mieux comprendre. OK? Ici, vous avez un exemple ici. Donc, c'est un graphe. On va commencer par 1, par la sommée 1. OK? Donc, ici, dans l'initialisation, on a dit qu'on va partitionner les sommets en deux sous-ensembles, S et T. S, on va commencer l'arbre, notre plus court chemin. Donc, on va commencer 1, on va ajouter 1 à S. Donc, T, tous les autres sommets, privés de S. Donc, tous les autres sommets. Il reste 2, 3, 4, 5. Donc, 2, 3, 4, 5. Maintenant, le lambda. La distance entre 1 et 1, c'est 0. La distance entre 1 et 2, voilà, entre 1 et 2, c'est 15. La distance directe, la distance entre 1 et 3, il n'existe pas une distance directe entre 1 et 3, c'est l'infini. La distance entre 1 et 4, il n'existe pas, c'est l'infini parce qu'il existe entre 4 et 1. Mais entre 1 et 4, il n'existe pas. N'oubliez pas cette flèche-là. La distance entre 1 et 4, c'est l'infini. La distance entre 1 et 5, maintenant, 1 et 5, c'est 4. OK? C'est ceci l'étape de l'initialisation. Lambda, c'est les distances entre la sommet 1 et tous les autres sommets. Entre 1 et 1, ici, on a dit entre 1 et 1, c'est 0, si i égale à j. L'infini, s'il n'existe pas, et sigma et j, le plus court chemin. Donc, 1 et 1, c'est 0. 1 et 2, c'est 15. 1 et 3 n'existe pas, c'est l'infini. 1 et 4 n'existe pas, c'est l'infini. Et 1, c'est 5, c'est 4. Maintenant, P. Lorsque vous avez 0 et l'infini, vous mettez nul. Si vous avez une valeur, vous mettez la sommée initiale, c'est-à-dire ici 1. Donc ici 0, nul. 15, une valeur, donc on met la sommée 1. Donc ici l'infini, nul, nul. Et ici 1. Ceci, l'étape de l'initialisation. On va passer maintenant à l'étape, l'itération. On va voir dans l'itération comment on va choisir la première itération. Il faut choisir la plus petite valeur de ce vecteur lambda. Laquelle est la plus petite valeur? C'est 4. Cette 4-là, elle est issue de quel sommet? Donc ici, la distance entre A et A. A et 1 et 1, 1 et 2, 1, 3, 1 et 4, 1 et 5. Donc cette 4-là, ici de la sommée 5. Cette 4-là, de la sommée 5. Donc l'itération doit être I égale à 5. I égale à 5, pourquoi? Car lambda 5, c'est le minimum entre 15, l'infini et 4. C'est 4, le minimum 4 issu de lambda 5. Donc, I égale à 5. Maintenant, on va voir pour déterminer le plus court chemin. Donc, on va voir les successeurs de 5. Donc, pour aller de 5, on peut aller à quoi? On peut aller à 4, on peut aller à 3. Donc, les successeurs de 5, c'est 4 et 3. Donc, ici, avant de voir les successeurs, donc on va ajouter 5, là, parce que ici, l'itération de 5. Donc, on a dit déjà, on a partitionné le sommet en deux sous-ensembles, S et T. On va ajouter la sommée 5 à S. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste 2, 3 et 4. Maintenant, on a dit quels sont les successeurs de 5? Sont 3 et 4. Est-ce que ces 3 et 4 existent dans T? Oui, 3 et 4 existent dans T. Donc, on va calculer lambda 3 et lambda 4. Maintenant, comment je peux calculer lambda 3? Lambda 3,
Lambda 3, c'est le minimum entre lambda 3. Quel est lambda 3 ici? C'est l'infini. Lambda 3 égale l'infini. Le minimum entre le lambda 3 ou sigma 3, lambda 5 plus sigma 5 3. Lambda 3, on a dit, c'est l'infini. Lambda 5, c'est 4. Lambda 5, c'est 4. Et la distance entre 5 et 3, la distance entre 5 et 3, comme vous voyez ici, c'est 7. Ici, c'est 7. Donc, 4 plus 7, c'est 11. OK? Donc, ici, le minimum, donc ici, c'est 11. Donc, P3, il reste 5. P3, il reste 5 parce que le minimum, ici, le minimum, il reste le même. Maintenant, pour lambda 4, prends la nouvelle valeur de minimum. Lambda 4 de même, ici, c'est l'infini. Lambda 5 plus le minimum entre l'infini et lambda 5, ici, c'est 4. Et la distance entre 5 et 3, entre 5 et 4, pardon, c'est 5. La distance ici, c'est 9. Le minimum entre 9 et l'infini, bien sûr, c'est 9. Donc, P4 devient 5. Parce que P4, si vous rappelez ici, P4 et P3 sont nuls. Parce qu'ils ont l'infini, donc c'est nul. Donc, mais ici, elle devient 5, l'issue, parce qu'ils ont issu de 5. Donc, devient 5. P3 et P5, voilà, devient 5. Et ceci, le nouveau vecteur. 0, 15, ici devient 11, ici devient 9, ici 4. OK? On va poursuivre les mêmes itérations. Donc, ceci est la deuxième itération maintenant. On va choisir la plus petite valeur de lambda, qui dont t, bien sûr. Quel est le t? Entre 2, 3 et 4. Donc, entre la sommée 2 et la sommée 3 et la sommée 4. Quelle est la plus petite valeur? C'est 9. La plus petite valeur, c'est de la sommée 4. Donc, ici, i égale à 4. Voilà. La deuxième itération, c'est i égale à 4. Pourquoi? Parce que lambda 4 égale à 9, le minimum. Donc, on va ajouter la sommée 4 à S. Donc, S égale à 1, 5, 4. Il vous reste seulement dans T 2 et 3. Donc, maintenant, on va voir les successeurs de 4. Bien sûr, dans T. Les successeurs de 4 sont 3, 1, seulement. 3 et 1. Est-ce que 3 et 1 existent dans T? Non, 1 n'existe pas, mais 3, oui. OK, donc les successeurs de 4 ici, c'est juste 3, pardon, c'est 2, la somme est 2, avec un point de 3, la somme est 2. Donc les successeurs de 4, c'est la somme est 2. On va calculer lambda 2. De même, la formule, le minimum entre la lambda 2 c'est 15, et lambda 4 plus la plus petite distance entre 4 et 2. Entre 4 et 2, ici, entre 4 et 2, c'est 3. Donc 9 plus 3, c'est 12. Le minimum entre 15 et 12, c'est bien sûr 12. Donc c'est pour cela, les P2, elle va changer à 4. Donc ici, et le nouveau lambda et le nouveau P. Donc on va poursuivre. Donc quelle est la sommée entre 2 et 3? Donc entre 2 et 3, le plus petit entre 11 et 12. 11. Donc I, elle va entrer la sommée 3 maintenant. Donc I égale à 3. Donc la troisième itération, voilà, I égale à 3. Donc parce que lambda 3 égale à 11. Donc ici S 1, 5, 4, 3 et T égale à 2. On va voir les successeurs de 2. Les successeurs de 2 dans T. Donc les successeurs, pardon, de 3, parce qu'on a fait entrer 3. Les successeurs de 3 ici, il y a 4. 4 n'existe pas dans T, donc on ne va pas le prendre. Il y a 2. Oui, 2. La sommée 2 existe dans T, donc ici, 2. On va calculer lambda 2. Lambda 2, le minimum entre 12, parce que lambda 2 ici 12, lambda 2, 12. Le minimum entre lambda 2, 12. Et lambda 3 plus sigma 3, 2. Lambda 3, ici, c'est 11, plus entre 3 et 2, c'est 3. Donc, 11 plus 3,
c'est 14, donc c'est plus grand que 12, donc elle reste le même. Donc ici, le vecteur ne change pas parce que le minimum ne change pas ici, elle reste le même. Donc finalement, on va entrer le 2 parce que c'est le seul sommet qu'il reste dans T. Donc finalement, 2, quatrième itération, I égale à 2, lambda 2 égale à 12. Donc finalement, le S, c'est 1, 5, 4, 3, 2. Et les lambda égale 0, 12, 11, 9, 4. Et ici, le vecteur P. OK? Donc l'algorithme ici, il se termine. Donc cet algorithme, ceci est l'algorithme initial de Dijkstra. Donc pour passer à 1, il faut passer à 5, puis de 5 à 4, puis de 4 à 3, puis de 3 à 2. OK? Donc, maintenant, ceci est l'algorithme de Dijkstra avec les itérations. Il y a une méthode plus simple, on peut l'appliquer, c'est la méthode de tableau. La méthode de tableau, elle est un peu plus simple que ces itérations. On va voir la méthode de tableau. Voilà, ici l'exemple. La méthode de tableau pour mieux comprendre comment je peux utiliser l'algorithme de Dijkstra. Donc, ceci, le graphe, notre graphe. OK? On veut déterminer le plus court chemin de A allant à F. Le plus court chemin de A à F. Quelles sont les étapes du tableau? Donc, on va tracer le tableau. Donc, ici, comme vous voyez ici, on veut déterminer le plus court chemin entre A et F. OK? Donc, quel est le plus court chemin entre A et F? Tout d'abord, il faut tracer le tableau. Donc, il faut tracer le tableau. Donc, ici, on va mettre tous les sommets. Donc, A, B, C, D, E et F. OK? Maintenant, ici, on va commencer par A. Donc, on va commencer par A pour aller de A à A. Toujours, pour aller de A à A, on a dit c'est 0. Je suis dans la même place. Donc, je suis à, je ne sais pas, je suis à Bordeaux. Donc, ou je suis à Paris. Je suis à Paris. Je veux aller à Paris. Donc, je veux pas déplacer. Je veux pas déplacer. Donc, la distance entre Paris et Paris, c'est 0. OK? Donc, la distance entre le même sommet et la même sommet, c'est 0 toujours. Donc, on va mettre 0, indice A, c'est-à-dire 0 allant de A. 0 vient de A. Maintenant, on va passer à l'étape suivante. La distance, on va mettre ici les distances. La distance entre A et A, c'est 0. La distance entre A et B, c'est 2. 2 vient de A. La distance entre A et C, c'est 4. Bien sûr, 4 vient de A. La distance entre A et D, c'est l'infini. Entre A et E, c'est l'infini. Entre A et F, bien sûr, c'est l'infini. Ceci est la deuxième étape. Maintenant, on va choisir la plus petite valeur de ces sommets-là, de ces valeurs-là. La plus petite valeur, c'est 2. Donc, la sommet entrante maintenant, c'est B. On va écrire ici B parce que la plus petite valeur ici entre 2 et 4, c'est 2. Hors que 0, bien sûr. 2 et 4, c'est 2. Donc, ici, B, on va écrire B ici. OK? Maintenant, donc, entre B et B. Donc, bien sûr, maintenant, entre B, ici B. Comment je peux aller de B à B? Donc, de A à B, pardon, toujours de A à B. De A à B. Donc, de A à B ici. De A. Elle reste toujours de A. Donc, de A à C maintenant. De A à C. Donc, de A à C. Donc, je veux passer à B parce qu'on va passer à B. De A à B, puis de B à C. C'est 3. On va comparer 3 viennent de B et 4A. Quelle est la plus petite? 3 ou 4? Donc, c'est 3. On va garder ce 3B là. Parce que, ici, je répète, parce que ici, je viens de A à B. Ou bien de A à B,
c'est de A à C, de A à C ou bien 4 qu'on a écrit ici. Maintenant, de A à C, on va passer de B. De A à B, puis de B à C. De A à B, c'est 2. 2 plus 1, c'est 3. Donc, 3 vient de B. Donc, 3 ici vient de B. Donc, c'est pour cela que vous trouvez 3B ici, la plus petite valeur. Maintenant, le reste, ici, de A à D, de A à D, de A à B, parce qu'on va passer à B. Puis, est-ce qu'il existe de B à D? Oui. Donc, de A à B, c'est 2. 2 plus 4, 6. On va garder 6 ou l'infini? Bien sûr, c'est 6, la plus petite valeur, donc 6B. De même, à E, donc de A à B, parce que l'intermédiaire, c'est B. De A à B, puis de B à E. Donc, c'est 4 ici. C'est 4B. Puis de A à F, donc de A à B. Est-ce qu'il existe de B à F? Non, c'est toujours l'infini. Donc, ceci, de B. Maintenant, on va choisir la somme entrante maintenant. Quelle est la plus petite valeur entre, bien sûr, c'est bon, B, elle a entré, donc on va mettre un trait ici. Elle va pas être entrée encore une fois. Un trait ici, un trait ici. Donc, quelle est la plus petite valeur entre 3, 6 et 4? C'est 3. Donc, la somme C, elle va entrer ici. La somme C, elle va entrer ici. Maintenant, la plus petite. Maintenant, de A, on va déterminer de A à C. De A à C. Donc, de A à C ou bien 4. Mais non, on va passer à B tout d'abord, de A à B. Puis, de B à C, c'est 3. Donc, de A à B, puis de B à C, c'est 3B. OK, ceci, c'est bon. Maintenant, de A à D, de A à B, puis de B à C, de A à B, puis de B à C. Donc, 3. 3 plus de C à D, de C à D. Il n'existe pas de C à D. C'est l'infini ici. C'est l'infini. On va comparer entre l'infini et 6B. La plus petite valeur entre l'infini et 6B, c'est 6B. Donc, c'est pour cela ici, vous trouvez 6B. OK? Maintenant, de C à E. De C à E. Tout d'abord, de C, de A à B. De B à C. De C à E. Donc, de C à E, ici. Donc, de A à B, 2. De B à C, 3. Donc, 3 plus 3, c'est 6. 6 vient de B. Donc, 6B. Pardon, à E. Oui, à E. Donc, c'est ici 6, 6B. Donc, on va comparer entre cette valeur 6B et 4B. Quelle est la plus petite valeur? C'est 4B. C'est pour cela on va regarder 4B. Ce n'est pas 6B. Parce que 6, elle est plus grande que 4. On va garder 4B. Et maintenant, à F, donc de A à B, puis de B à C, puis de C à F, il n'existe pas de C à F, c'est l'infini. Donc, comparer entre l'infini et l'infini, il reste l'infini. Donc, maintenant, C à la entrée dans l'arbre. Donc, on va rejeter cette somme-là. Puis, on va choisir la plus petite valeur entre 6 et 4. Bien sûr, ce 4. Donc, maintenant, E, elle va entrer ici dans le tableau. Voilà. E, elle va entrer. Et on va calculer la plus petite distance entre E et D. Entre E et D. Donc, entre E et D, donc, pardon, donc, entre A et D. Entre A et D en passant par E. Entre A et D, donc, entre A et C, ici, c'est 3. Et ajouter, donc, le D. Donc, ici, donc, ici, vous trouvez 7. 7 devient de C. 7 devient de C. OK? Donc, la plus petite valeur entre 6B et 7C, c'est 6B. On va garder 6, 6B. Et ici, entre A et E, entre A et E, entre A et B, 2, ici 3,
puis AE 3, 6, 6 à E, donc 6. On va garder ici 4B viennent de 2B. Et puis l'autre valeur, ici 6B, ici 4B. Maintenant, ici 6 entre ceci, donc 6G, comment? Donc AF, de A à B, de AC3, puis AE, AE 3, 6, 6, puis AF, n'est-ce pas? Oui, AF, ici. Donc AF 2. Donc ceci, le graphe final ou le plus court chemin final. Donc de A à A, c'est 0. De A à B, c'est la distance 2. De A à 3, de A à C, la distance 3 en passant par B. De A à D, la distance 6 en passant encore par B. De A à E, c'est 4 en passant par B. Et de A à F, ce 6 en passant par E. Et avant, en passant par E, avant, en passant par B. On revient ici en passant par E et dans E en passant par A. Donc, pour aller de A à F, on passe tout d'abord par B, puis de B à pour aller à F, on passe à B. Attendez, oui, A à B, puis de B à C, puis de C à E, puis de E à F, puis de E à F. Donc, de A à B, de B à C, de C à E et de E à F. Et le plus court chemin, donc, c'est donc ici 2, 1, 3, 3 et 2, 8. Donc, ceci, c'est une faute de frappe 8. OK? Donc, ceci est le plus court chemin de A à F. Je crois que la méthode de tableau, elle est plus simple ou plus facile que la méthode des itérations. Donc, on va faire cet exercice. Donc, pour déterminer le plus court chemin, donc, on va appliquer, vous pouvez appliquer la même méthode de tableau qu'on a déjà vue maintenant, donc cette méthode-là, la méthode de tableau. Je vous rappelle, tout d'abord, il faut mettre tous les sommets ici et la sommée initiale ici. Vous déterminez le vecteur distance, puis les sommets entrants de plus petits et calculer la distance la plus petite et comparer avec l'autre distance jusqu'à parcourir tous les sommets. Donc, on va appliquer cette méthode à ce graphe-là. Donc, on considère le graphe suivant, déterminer le plus court chemin de A vers tous les autres sommets. Donc, vous pouvez prendre 7 à 8 minutes pour essayer à cet exercice-là. On va appliquer la même méthode de tableau de Dijkstra. Le tableau de Dijkstra, ceci. Donc, ici, et sur les graphes, on veut passer de A à H. Prenez donc 8 minutes, 7-8 minutes pour résoudre cet exercice-là. Donc, vous avez de 5 jusqu'à 10 minutes, n'est-ce pas, docteur? Oui. Pour compléter l'exercice. Alors, l'exercice dit, on considère le graphe suivant, déterminer le plus court chemin de A vers tous les autres sommets. Vous pouvez répondre soit en écrivant sur le chat, soit en levant la main pour avoir la parole.
Donc, je pense que les 5 minutes sont déjà passées. Alors, avez-vous complété l'exercice? Donc, Ambad, Fatima? Donc, juste, vous pouvez dire, c'est pas pour tous les sommets. Par exemple, on va choisir deux sommets entre A et F, par exemple, ou bien A et H, ou bien le plus court chemin entre A et H. On va choisir deux sommets parce qu'il a demandé de tous les sommets. Donc, particulièrement, on choisit deux sommets A et H. Donnez-moi le plus court chemin entre A et H. Quel est le poids le plus petit que vous avez trouvé? Allez, Fatima? Fatima? Ok, Fatima a dit ABF. Ambad? A, B, F, puis H. Donc, quel est le poids? 13 plus 3, c'est normalement 16. 16 plus 8, 24. Vous avez trouvé 24. On va voir. D'autres réponses? Ouais, elle a répondu Fatima 24. Ambad, avant d'aller au complément de l'exercice, docteur, on va voir si Ambad a complété l'exercice. Avant de corriger. OK. Ambad? Toc, 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 vous êtes là? Nasser? Ok, je pense qu'on va prendre juste la réponse de Fatima. OK. Si vous voulez, on va corriger parce que déjà... Ah, Nasser a répondu A-C-E-G. A, C, E, G, puis H. Donc, AC, 2, 5, 7, 7, 8, 8 et 6, 14. C'est plus petit que la réponse de Fatima. Donc, 14, la plus petit chemin que vous avez trouvé. Pourtant, Fatima, elle a trouvé 21. Donc, 14, c'est plus petit. Et on va voir, est-ce qu'il existe un plus petit que 14 ou non? Normalement, oui. Parce qu'on va trouver 11. La plus petite, ou le poids de, entre A et H, c'est 11. C'est pas 14 et c'est pas 21. 11, plus petit que 14, plus petit que 21. On va voir que 11, le plus petit chemin. Est-ce qu'on corrige? Oui, docteur, vous avez la Donc, parole. on va corriger. Donc, on va poursuivre de même en utilisant le tableau. Donc, juste une minute pour me poursuivre ici avec le graphe. OK? C'est bien. Donc, ici, on va tout d'abord, on va écrire comme on a dit tous les sommets ici. A, B, C, D, E, F, ou bien A, B, C, D, G, E, F, G, H. Donc, ici, on va commencer de A. De A vers A, on a dit 0. De A vers B, c'est 8. De A vers C, c'est 2. De A vers D, c'est 5. De A vers G, n'existe pas, c'est l'infini. Vers H, c'est l'infini. Vers F, c'est l'infini. Et vers G, c'est l'infini. Donc, il existe entre A et B, A et D, et A et C. Maintenant, ceci est le vecteur D. Maintenant, le plus petit valeur entre A et tous les autres sommets, entre A et C. Donc, la plus petite valeur, c'est A et C. Donc, c'est 2. La plus petite valeur entre 8, 2 et 5, c'est 2. Donc, C, elle va entrer ici. Donc, on va écrire C ici parce que la plus petite valeur entre C, 8, 2 et 5, c'est 2. 2 correspond à C, donc C, elle va entrer ici. Maintenant, la plus petite valeur entre A, donc ici, on ne va pas le considérer parce que c'est bon, A, elle a entré. Donc, A et B, en passant par C.
Donc, A et B. Donc, en passant par C, entre A et B, c'est 8. Donc, elle reste 8. Donc, ici, entre A et C, donc, elle reste 2A. Donc, A et C directement 2. A et D. A et D. Donc, en passant par C, donc A et C, c'est 2, puis AD, c'est 4. Ici, la plus petite valeur entre 5 et 4, c'est 4. C'est pour cela qu'on écrit 4C. Maintenant, AE, donc ici AE. Donc, entre A et B, entre A et C, c'est 2, puis AE, c'est 7. La plus petite valeur entre l'infini et 7, c'est 7. C'est pour cela qu'on écrit 7 ici. Entre A et C, puis de C à les autres points, donc AF n'existe pas à l'infini, AG n'existe pas à l'infini et AH n'existe pas à l'infini. Maintenant, la plus petite valeur entre 4 et 7, c'est 4. Donc D, parce que C, elle a entré. Donc, on va mettre un tiré ici. Donc, la plus petite valeur entre 4 et 7, c'est 4. Donc, D, elle va entrer ici. Maintenant, où on peut passer à D. De D à B, à F, à G. OK. De D à B. Donc, de D à B. De D à B. Donc, passons par tout d'abord C. Donc, ici, elle devient, donc, de A à C. De A à C, c'est 2. Puis, de A à C, 4. 4 à B, c'est 6. Donc, ici, 6. À la place de 8, on va mettre 6 parce que la plus petite valeur. Maintenant, AD. Donc, elle reste le même parce que 2D AD, c'est 4C, mais elle reste le même. AE. Donc, AE. Donc, 2D AE. Est-ce qu'on peut passer de 2 à E? Oui. De 2 à E, oui. Donc, c'est 1. Donc, juste, on va additionner. Donc, 4 et 1, c'est 5. 4 et 1, c'est 5. Donc, la plus petite valeur entre 7 et 5, c'est 5. Donc, c'est pour cela qu'on met 5 ici. Donc, puis, AF. Donc, 2D AF, c'est 6. Donc, 2D AF, 4 plus 6, c'est 10. Donc, c'est pour cela qu'on met 10 ici. AG, 2D AG, c'est 3. 4 plus 3, parce que ici, 4, on est arrivé à 4. 4 plus 3, c'est 7. On va mettre 7. D2AH, il n'existe pas de DAH, elle reste l'infini. Maintenant, la plus petite valeur entre 5, 10 et 7, c'est 5. Donc, E ici, elle va entrer. E, elle va entrer. Donc, toujours de A à B. Donc, AB. Donc, on va voir E. Est-ce qu'on peut passer à B? Non, directement. Donc, elle reste 6. Est-ce qu'on peut passer maintenant à G? Est-ce qu'on peut passer à G? Oui, à G. Ici, E à G. On va comparer donc la dernière, donc AG. Donc, on est ici. Pardon, AE, ici, AE. AE, c'est 5, elle reste le même. AF, on est AF. AF, 2D AF. AF, c'est 6 ici. AF, ici, 6. Donc, on va additionner 6 à 5. 11. Donc, la plus petite valeur entre 11 et 10, elle reste 10. C'est pour cela, elle reste 10 de D ici. AG maintenant. AG. Où est G? Donc, c'est 3 ici. De D, AG, c'est 3. 3 plus 5. 3, attendez, c'est pas plus 5. Donc, parce qu'on a passé de A à B, de A à C, 2, et de C à D, donc 2, encore 4. De D à E, 5. 5 plus de E à G, 5 plus 1, c'est 1, c'est 6. Donc, la plus petite valeur entre 7 et 6, c'est 6. Donc, la plus petite valeur entre 7 et 6, c'est 6. Pour cela, on garde 6 ici. De E maintenant à H, il n'existe pas direct, donc c'est l'infini. Maintenant, on va comparer entre la plus petite valeur entre 5, 10 et 6. C'est 5. C'est pour cela, ici, G, elle va entrer, attendez, la plus petite valeur. 5, c'est bon, G à la entrée. Donc, on va comparer entre B,
ici B, et 6, et 10, et 6. Donc, vous pouvez choisir G ou bien B. On va choisir ici B. OK? Donc, la plus petite valeur entre B et B reste le même, 6D. Maintenant, de B, où je peux aller de B à D. Donc, déjà existe B. Ou de B à F. De B à F ici, 10D. Parce que ici, c'est 13. 13, plus petite que 10. Déjà, plus grande que 10. Donc, elle reste 10. Et AG, donc de B à AG n'existe pas, elle reste le même. Donc, et AH n'existe pas, elle reste le même. Donc, maintenant, la plus petite valeur entre 10 et 6, c'est 6. Donc, G, elle va entrer ici. Donc, on ne va pas étudier ceci. Donc, de G à G, elle reste le même. Oui, de G à G, pardon, attendez. De G à G. De G à G. Ici, oui. Donc, c'est 8G. Et de G à G, c'est le même de 6G. De G à F. De G à F, où est le G ici? De G à F, c'est 2. 2 plus, donc ici, 2 plus, donc ici, le poids de, donc 2 plus 6, c'est ici 8. 8 plus petite que 10, elle reste 8 ici. Maintenant, de G à H, c'est 6. 6 plus 6, ici, elle reste 12. Donc, 12 plus petite que l'infini, donc on va considérer 12. Maintenant, ceci, le G à l'entrée, donc on va comparer juste entre 8 et 12. La plus petite valeur, c'est 8. Donc, F, elle va entrer ici. F, elle va entrer ici. Maintenant, donc, entre F et F reste le même, 8G. Juste entre F et H, entre F et H, il existe 3. Donc, 3 plus la plus petite valeur de G, ici, 3 plus 6. Donc 3, ici, c'est 11. 11 plus petit que 12, donc on va garder en 11. Donc ici, 11. Donc la plus petite ou la plus petite distance entre, c'est pour cela on a ici 11. Donc la plus petite distance entre, donc ici pourquoi 11? Parce que 8 plus 3. La distance entre F et H, c'est 3. Et la dernière, ici, l'entrante H8 plus 3, c'est 11. 11, la plus petite valeur entre 12 et 11, c'est 11. Donc, la plus petite valeur entre 11 et 12, c'est 11. Donc, on a déjà parcouru tous les sommets. Il reste juste ici 11 H. Donc, c'est bon. On a parcouru tous les sommets. Vous avez trait ici, trait, OK, en bleu. Tout, il est en bleu. Donc, on a parcouru tous les sommets et on a arrivé à déterminer le plus court chemin entre A et H, c'est 11. Comment? En passant de A à C, puis de C à D, puis de D à E, puis de E à B, pardon, attendez, puis je répète, de A à C, puis de C à D, puis de D à E, puis de E à G, puis de G à F, puis de F à H. Donc, ceci, le plus court chemin pour passer de A à H. Donc, on a terminé par l'algorithme de Dijkstra. Vous avez encore une autre application. Vous pouvez le prendre soin pour chez vous et de répéter le même tableau d'algorithme de Dijkstra. Et vous avez ici l'algorithme, le tableau et l'algorithme de Dijkstra étape par étape. Et on a finalement terminé cette formation. Finalement, merci pour votre attention. Et la parole à vous, Dr Malek. Y a-t-il des questions? Donc, merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Je pense que vous avez terminé maintenant, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. On a terminé cette formation, donc, et même cette lecture. Donc, juste, y a-t-il des questions concernant cette lecture ou bien concernant toute la formation? Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main,
soit écrire vos questions sur le chat. Y a-t-il des questions? Vous pouvez soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Docteur Jihan est à votre disposition. N'hésitez pas, c'est le dernier cours aujourd'hui. Personne? Vous êtes sûr? Tout est clair? Vous avez très bien compris? Donc, si vous voulez, je pose moi les questions, docteur Malek. Donc, Oui, tout bien sûr. d'abord, comment vous trouvez la formation? Est-ce que vous adorez? Est-ce que vous paraît difficile pour vous? Comment vous le trouvez? Est-ce qu'elle est intéressante? Alors, quels sont vos avis? Pas de questions, merci beaucoup, docteur. Ok, quels sont vos avis concernant la formation? Cette formation prend sa fin. Quels sont vos avis concernant la formation? Est-ce que vous avez très bien compris? Elle était sympa? Vous avez appris de nouvelles choses? Allez, pour répondre. Aïe, 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 aïe. C'est timide. Très intéressant, merci. Merci, Fatima. Fatima. Et le reste, les garçons? Et monsieur, vos avis concernant la formation? Tout le monde est satisfait? Vous avez bien appris de bonnes choses? Nouvelles capacités, nouvelles informations? Ok, ils sont très timides aujourd'hui. Ah oui? À la fin de cette formation, docteur, voulez-vous ajouter quelque chose? Ok, merci pour tous les participants, merci pour tous les étudiants. Encore merci à vous, docteur Malek, pour nous rejoindre au cours de cette formation. J'ajoute toujours que cette formation, elle est très importante. La théorie du graphe, c'est une théorie très, très importante, quelle que soit dans votre vie quotidienne, professionnelle, académique. Donc, parce que vous êtes trouvé toujours en face des problèmes qu'on peut qu'on peut pas les résoudre facilement, mais en utilisant les graphes et la théorie de graphes, qu'on peut le résoudre facilement et facilement et facilement. Donc, c'est une très, très belle théorie où vous trouvez la modélisation, la modélisation, l'optimisation. Et c'est vrai, c'est une nouvelle théorie pour vous. Peut-être dès les premiers vues, elle est un peu délicate, mais c'est très, très intéressant. Et je vous conseille de le revoir encore et de l'utiliser pour résoudre des problèmes dans quel que soit, comme on a dit, comme j'ai déjà dit, professionnel, académique ou quotidienne. Merci encore pour votre participation. Je vous souhaite un très beau parcours pour vous. Merci infiniment. Merci à vous, docteur Malek, infiniment. On se revoit, pourquoi pas, prochainement dans des prochaines formations. Merci finalement. Merci. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Merci aux participants pour avoir participé à la formation et d'être avec nous tout au long de cette formation. Attention tout le monde, nous avons un certificat de participation cette fois. Veuillez s'il vous plaît vous inscrire via le lien envoyé sur le chat. Pas d'inscription,
pas de certificat de participation. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore la page Facebook. Merci à vous tous. Nous nous verrons, Inch'Allah, dans nos prochaines activités ou encore demain avec notre formation des réseaux de neurones pour l'intelligence artificielle. Merci à vous tous. Nous vous souhaitons une excellente fin de journée. Au revoir. Au revoir.